En 2022, un simple sac poubelle en plastique noir a suffi à faire tomber un réseau entier de trafiquants de drogue en France. Ouais, c'est une histoire incroyable. Et le plus fou, c'est que la police n'a pas eu besoin d'empreintes digitales ou d'analyses ADN super sophistiquées. Rien de tout ça. Ils ont juste utilisé un concept juridique qui vient tout droit du droit romain. Un concept qui a plus de 2000 ans en fait. Exactement. Parce que l'acte le plus banal de notre quotidien, genre sortir ses poubelles sur le trottoir, c'est en réalité une transaction juridique d'une complexité folle. Et ça cache un véritable séisme juridique pour le coup. Le droit français traite ce geste comme une bascule fondamentale. Au moment précis où un objet tombe dans une benne, tout son statut légal change. Ouais. La protection de la vie privée, les droits de propriété, tout ça s'évapore ou se transforme instantanément. Et c'est exactement le cœur de notre exploration en profondeur aujourd'hui. L'objectif, c'est d'offrir à toutes les personnes qui nous écoutent un raccourci, un moyen de comprendre les enjeux vertigineux de ce qu'on jette. C'est ça, on va décortiquer tout ça ensemble. Et pour y arriver, on a plongé dans des décisions du Conseil d'État, de la Cour de cassation, on a même regardé les réponses officielles de l'Assemblée nationale. On a aussi fouillé des forums de déchétariens, ce qu'on appelle les frigants. Ouais, et des articles de blogs juridiques hyper pointus, et même un témoignage de conflit de voisinage repéré sur Reddit. C'est pour dire. Le panel est large. Très large. Alors, commençons par la base philosophique et légale. Concrètement, qu'est-ce qui se passe à la seconde exacte où on lâche un objet dans une poubelle? Eh bien, il faut convoquer le droit civil français pour comprendre. Un droit qui est très influencé par le droit romain, justement. D'accord. Le droit fait une distinction très stricte entre les objets. Par exemple, si un portefeuille glisse de ta poche dans la rue, c'est une chose perdue. Un bien meuble égaré. Donc ça m'appartient toujours, en théorie. Voilà, le lien de propriété n'est pas rompu. Mais le déchet, lui, qui est jeté volontairement, ça devient une res derelicta. C'est le terme latin pour l'abandon, c'est ça? C'est ça. C'est la chose abandonnée volontairement par son propriétaire. Il y a une vraie intention de s'en séparer. En droit, on appelle ça l'animus derelinquendi. Le propriétaire renonce à son droit. Ok, je vois. Et cette res derelicta, elle est très différente de la res nullus. La res nullus, c'est une chose qui n'a purement et simplement jamais appartenu à personne. Genre quoi? Ah le gibier sauvage dans une forêt par exemple ou l'eau de pluie. Ah ouais, logique. Sauf que sur les forums spécialisés, genre Frigen Station, cette distinction théorique, elle se transforme en véritable champ de bataille. Ah oui, les débats sont intenses. Totalement. Les frigans, c'est ces militants qui récupèrent les invendus par choix éthique pour lutter contre la surconsommation. Et eux, ils rejettent complètement cette idée de res derelicta. Ils veulent que tout devienne res nullus, c'est ça? Exactement. Leur argumentaire, c'est de dire que tout déchet devient immédiatement res nullus. La logique, c'est que la chose jetée retourne à un état où elle n'appartient plus à personne, de façon totale. Mhm. Et donc, le premier qui glisse la main dans la benne en devient le propriétaire légitime, juste par l'acte d'occupation. C'est une interprétation vachement audacieuse. En fait, ils cherchent à légitimer l'appropriation immédiate. Bien sûr. Le Code civil prévoit bien l'acquisition par occupation, mais qualifier un produit industriel de res nullus, comme si c'était une pomme de pin dans les bois, ça demande une certaine gymnastique intellectuelle de la part des juges. Et cette gymnastique, elle va super loin sur ces plateformes. Il y a un argument qui m'a fasciné pour justifier le droit de manger des rebuts. Ça s'appuie sur le code pénal napoléonien de 1810. Ah oui, l'argument sur le suicide. Voilà. Les mecs expliquent qu'en France, le suicide a été dépénalisé à cette époque. Et leur raisonnement, c'est de dire que si l'État te donne le droit absolu sur ton corps jusqu'à pouvoir mettre fin à tes jours, aucune loi peut t'interdire d'ingérer un yaourt périmé trouvé dans la rue, même si c'est dangereux pour ta santé. C'est un sacré raccourci. L'État aurait pas son mot à dire face à une poubelle, en gros. Alors, historiquement, la dépénalisation du suicide, c'est factuel. Mais tirer de ça un droit inconditionnel à consommer des déchets potentiellement toxiques, c'est un syllogisme fascinant. Sauf que dans la vraie vie des tribunaux, ça bloque. Pourquoi? Parce qu'affirmer que le déchet n'appartient à personne et qu'on peut en faire ce qu'on veut, ça occulte complètement la géographie de la poubelle en France. Bon, décortiquons un peu tout ça. Mettons, je le laisse un vieux canapé sur le trottoir devant chez moi. Est-ce que c'est un cadeau à l'univers ou est-ce que ça devient direct la propriété de la mairie qui ramasse les monstrues? La jurisprudence a apporté des nuances là-dessus. Soustraire des produits périmés mis à la poubelle en vue de leur destruction, c'est pas qualifié de vol en France. Ok, donc c'est légal? Attends, le transfert de propriété vers l'entreprise de ramassage n'est pas automatique tant que la benne n'est pas vidée dans le camion. Mais l'élément crucial, c'est le lieu. La qualification pénale change du tout au tout selon l'endroit où se trouve cette poubelle. Donc si je comprends bien, le contenant protège le contenu.
Plutôt la localisation qui protège le contenu. Si tu escalades la clôture d'un supermarché ou si tu forces le cadenas d'une benne dans l'arrière-cour d'un resto pour récupérer des invendus, ça, c'est une violation de propriété privée. Ah, d'accord. L'objet est peut-être sans maître à ce moment-là, mais le lieu est protégé. L'infraction, c'est l'accès, pas le vol du déchet lui-même. Ce qui déplace complètement le problème vers l'espace public, en fait. Une fois que ces invendus sont sur le trottoir, il n'y a plus de cadenas. Exactement. Le trottoir appartient à tout le monde. Et c'est là que le droit se cogne à la réalité de nos villes. Ça crée un face-à-face monumental entre l'urgence écologique d'un côté et le maintien de l'ordre public de l'autre. C'est le grand dilemme actuel. Bah oui, parce que la France génère environ 10 millions de tonnes de gaspillage alimentaire par an. 10 millions, ok? Et en face, t'as des gens qui ont faim, qui sont précaires, ou qui ont juste une éthique de décroissance et qui cherchent à récupérer ça. Et au milieu, t'as les mairies qui essaient de contrôler la rue. Exactement. Et ça nous amène à cette fameuse bataille juridique qui a fini devant le Conseil d'État le 15 novembre 2017. Les juges ont dû statuer sur un arrêté municipal d'un maire qui interdisait purement et simplement la fouille des poubelles dans sa ville. Et la Ligue des droits de l'homme a attaqué cet arrêté en justice. Ouais, parce qu'il dénonçait une mesure ciblée pour chasser les populations précaires du centre-ville. D'ailleurs, l'argument fort de l'association, c'était que cet arrêté avait été traduit et affiché spécifiquement en roumain et en bulgare. C'est un détail qui a son importance. Pour eux, c'était la preuve flagrante que c'était discriminatoire et que ça visait les Roms. Et pourtant, le Conseil d'État a donné raison au maire. Oui, parce que le juge administratif, il a une grille d'analyse très stricte. Un maire a tout à fait le pouvoir d'interdire la fouille, mais sous 3 conditions. Lesquels? Ça doit répondre à un trouble à l'ordre public, ça doit être proportionné et ça ne doit pas être discriminatoire. Mais avec la traduction, c'était pas discriminatoire du coup. Eh bien, pour le juge, non. Il a estimé que l'arrêté s'appliquait à une zone géographique et à une action, indépendamment de la nationalité. Légalement, la traduction a été vue comme un outil de communication, pas comme la preuve d'une intention raciste dans le texte de loi lui-même. C'est faux. Surtout que les amendes pour avoir fouillé une poubelle peuvent aller de 100 à 450 euros. C'est des sommes énormes pour des gens dans le besoin. Bah oui. Attends, donc on pénalise la lutte contre le gaspillage ou la survie de certains juste parce que ça fait des saletés sur le trottoir? Il a bon dos le concept d'ordre public. Le législateur s'appuie sur 2 choses pour justifier ça. D'abord, le côté sanitaire. Les bennes urbaines, c'est dangereux. T'as du verre brisé, des bactéries, des produits toxiques. Les maires invoquent leur responsabilité dans la prévention des risques de santé publique. D'ailleurs, les designers sur les forums, ils disent toujours de mettre de gants de chantier épais et de prendre une lampe frontale. Ils savent que c'est risqué, oui. Et le deuxième pilier, c'est purement sécuritaire. Les déchets ont une valeur marchande, surtout l'alimentaire ou l'électronique de bonne qualité. Et dans certaines grandes villes, il y a des véritables conflits territoriaux. Des guerres de gangs pour des poubelles? Presque. Des groupes s'approprient certaines bennes, ça génère des bagarres, de l'intimidation. Donc, l'ordre public que le maire veut préserver, ça inclut la prévention de ces violences. Plus, bien sûr, l'éparpillement des déchets qui pose un problème de nettoyage. Ouais, je comprends la logique. Mais cette régulation de l'espace public, elle ouvre la porte à un autre truc beaucoup plus intime. La vie privée? Exactement. Nos poubelles, c'est pas juste des épluchures de légumes, c'est nos relevés bancaires, des tests de grossesse, des ordonnances. Jeter un sac, c'est balancer un bout de sa biographie dans la rue. C'est une excellente métaphore. Et ça nous amène directement à cet arrêt retentissant de la Cour de cassation du 1er juin 2022. L'affaire du trafic de drogue dont on parlait au tout début. C'est digne d'un polar, ce truc. Des flics planquent devant un immeuble suspecté d'abriter un trafic. Un suspect sort avec un sac poubelle noir, tout ce qu'il y a de plus banal, et le jette dans un conteneur dans la rue. Et là, les policiers attendent qu'il s'éloigne. Ouais, il s'approche, ouvre le bac, récupère le sac et le fouille. Sans mandat, sans l'accord d'un juge, rien. Et dedans, jackpot, il trouve une recharge téléphonique prépayée qui fait tomber tout le réseau. Sauf que l'avocat de la défense n'a pas laissé passer ça. Il a tout de suite déposé une requête en nullité. En s'appuyant sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est ça? Tout à fait. C'est l'article qui garantit le droit au respect de la vie privée, de son domicile et de sa correspondance. L'avocat disait qu'ouvrir un sac opaque, fermé, sans cadre judiciaire, c'était une perquisition illégale. Et la Cour de cassation a balayé l'argument. Elle a jugé que déposer un sac dans la rue équivaut à renoncer à sa vie privée. Le mot-clé, c'est renonciation, oui.
Mais c'est comme vider la corbeille de son ordi en pensant que c'est effacé, alors qu'en fait les fichiers deviennent du domaine public et que les autorités peuvent piocher dedans. C'est hyper flippant. Le jugement a d'ailleurs provoqué de très vives critiques dans le milieu juridique. La revue Droit et Technologie a publié une analyse incendiaire de ce principe d'énonciation. Ouais. Ils disent que c'est une fiction juridique dangereuse parce qu'en fait, déposer ses poubelles, c'est pas un choix volontaire où on se dit super, j'abdique mes droits. C'est une obligation légale. Oui, si tu ne sors pas, tu te prends une amende pour insalubrité. Voilà. Donc assimiler une contrainte de la mairie à un abandon délibéré de son intimité, c'est un peu tordu. C'est l'argument de la revue. Et ça soulève une vraie question sur les limites. Si la police peut le faire sans mandat, parce qu'il n'y a plus de protection dans la rue, qu'est-ce qui empêche un voisin toxique, un employeur curieux ou un ex de fou de fouiller légalement dans tes poubelles sans aucun mandat? Ah, ça fait froid dans le dos. Surtout que cette frontière entre espace public et privé, elle est au centre de l'anecdote géniale qu'on a trouvée sur Reddit. L'inspecteur des poubelles. C'est ça. Un utilisateur racontait que dans sa copropriété, il y a un voisin qui s'est improvisé justicier du tri sélectif parce que l'immeuble avait reçu un avertissement des éboueurs. Et il est allé assez loin. Très loin. Le mec descend dans le local à poubelle fermé de l'immeuble, il ouvre les sacs fermés des autres voisins, et s'il trouve une erreur de tri, genre du verre dans la poubelle classique, il prend ça en photo et l'affiche dans le hall avec des petits mots passifs-agressifs pour dénoncer les coupables. Alors ça, juridiquement, c'est très différent de la rue. Pourquoi? C'est pas une poubelle, là aussi. Si, mais le local de copropriété, c'est une partie commune. C'est un espace privé collectif. Donc la jurisprudence de la Cour de cassation sur le trottoir ne s'applique pas. Ah, la renonciation marche pas dans le local vélo ou poubelle. Non. Fouiller systématiquement des sacs fermés dans l'enceinte de la résidence, sans habilitation, c'est une vraie atteinte à la vie privée des voisins. D'accord, donc le droit protège la poubelle tant qu'elle n'a pas franchi la porte de la rue. C'est fou parce que ces conflits de voisinage, le vol de données, l'écologie, on a l'impression que c'est des trucs ultra modernes de notre société de consommation. Alors que pas du tout. Pas du tout. La France légifère sur la récupération des déchets depuis des siècles. Ça remonte carrément à un édit royal signé le 2 novembre 1554 par le roi Henri II. C'est ça qui est fascinant. Au XVIe siècle, on était dans une économie agraire où la moindre ressource était vitale. On ne parlait pas de plastique ou de data, mais de restes de récolte. Et le roi devait trouver un équilibre. Exactement. Il fallait protéger les revenus des paysans contre le vol de masse, tout en laissant un petit filet de sécurité sociale pour éviter que les pauvres meurent de faim. Donc cet édit de 1554 a classifié les gestes de récupération avec une précision chirurgicale. C'est là qu'intervient le fameux droit de glanage. Oui, le glanage, c'est ramasser au sol ce qui est tombé, genre des épis de blé. Mais les conditions étaient draconiennes, de jour, à main nue, sans aucun outil. Et surtout, après la fin de la récolte principale du propriétaire. Et le fait de ne pas utiliser d'outils, c'était pour différencier ça d'autres pratiques, non? Voilà, ça le distinguait du ratelage, qui utilisait un outil pour récupérer plus vite ce qui était interdit, pour pas concurrencer le paysan. Et ça me fait tout de suite penser au documentaire magnifique d'Agnès Varda, Les glaneurs et la glaneuse. Elle illustrait super bien cette frontière entre glaner, donc au sol, et grappiller. Le grappillage, c'est récupérer les fruits restés accrochés à l'arbre ou à la vigne. C'est fou d'avoir un mot pour chaque truc. Et le plus grave à l'époque, c'était le maraudage. Ça, c'est voler des fruits ou des légumes avant la récolte directement sur la plante. C'était sévèrement puni. Et ce qui est dingue, c'est que cet esprit de l'édit d'Henri II a survécu jusqu'à nous. C'est toujours dans nos lois? L'article 131-13 du Code pénal actuel punit toujours le glanage si c'est fait sur un terrain clôturé ou avant la récolte. Donc, la République applique encore un compromis de la Renaissance. Oui, le problème c'est que ce texte était fait pour des champs de blé, et aujourd'hui on l'applique à des bennes de supermarchés remplies d'envendus industriels. L'échelle n'a rien à voir. D'où les troubles à l'ordre public dont on parlait. C'est ça. Du coup, la société essaye de moderniser et d'encadrer tout ça. Ouais, je pense aux ressourceries, ou surtout aux applications mobiles anti-gaspi comme Phoenix ou Too Good To Go. Ça change complètement la trajectoire du déchet. Ces applis agissent juste avant que l'objet devienne une res derelicta. En organisant la vente appli cassée ou le don, on garde le produit dans la sphère contractuelle. Le produit finit jamais dans la benne. Exactement. Ça annule les conflits sur le trottoir, les risques sanitaires. C'est une forme de glanage numérique, pacifié et structuré par le commerce.
C'est brillant. En tout cas, ce cheminement à travers les strates du droit français, c'est juste hallucinant. On part des règles agricoles pour du blé au XVIe siècle, on passe par des guerres de voisinage pour du tri sélectif, jusqu'à annuler la vie privée d'un trafiquant à cause d'un sac en plastique. Le simple fait de jeter, c'est vraiment une machine juridique énorme. C'est un vrai transfert de propriété. Dès que le plastique touche le trottoir, paf, ton statut change. Et c'est important que chaque personne qui nous écoute s'en souvienne la prochaine fois qu'elle descendra ses poubelles. D'autant que la réflexion s'arrête pas au physique. Il y a une vraie question qui se pose pour l'avenir avec nos déchets numériques. Qu'est-ce que tu veux dire là? Si la plus haute cour de justice dit que nos déchets physiques deviennent le domaine public dans la rue, qu'est-ce qui va se passer pour nos données effacées, nos brouillons, notre historique jeté dans des corbeilles virtuelles? Ah ouais? Est-ce que ces fichiers seront un jour légalement considérés comme abandonnés et libres d'être fouillés par n'importe qui sans aucun mandat? La qualification juridique de cet abandon numérique est encore à construire. C'est un mystère majeur sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Les poubelles, qu'elles soient en plastique ou en ligne de code, n'ont pas fini de redessiner nos frontières intimes. À bientôt pour une nouvelle analyse.